Alors, quand on se pose le problème de l'éducation à l'égalité entre les sexes au fil de la vie et qu'on se pose bien entendu la question est bien dans le monde du travail, la question n'est pas spontanée. Il faut au moins, je crois, d'emblée se poser trois questions. On veut éduquer à quoi, qui et comment. Alors, à quoi? Et c'est quand on s'interroge aux inégalités et à l'éducation dans le monde du travail, on veut éduquer à l'inégalité, aux inégalités, au sexisme, aux discriminations, aux lois existantes. On sait bien que les inégalités dans l'entreprise sont la résultante de toutes les inégalités en amont, en particulier celles de l'école, auxquelles s'ajoutent des discriminations spécifiques. Dire ça d'une phrase montre d'emblée que le champ est évidemment très vaste. Éduquer qui? Évidemment, il faut éduquer les salariés, les DRH, les syndicats, l'ensemble du personnel, hommes et femmes. Là aussi, le champ est vaste. Et enfin, quand on se pose la question de comment combattre les discriminations, est-ce que c'est finalement une question d'éducation, ou bien est-ce que c'est une question de négociation, ou bien est-ce que c'est une question de contrainte? La façon dont nous avons choisi donc parmi ces trois interrogations qu'on avait, d'aborder la question de l'éducation dans le monde du travail, c'est autour des thèmes de éduquer, former et sensibiliser pour l'action. Et donc, l'ensemble de nos problématiques vont s'articuler autour de ces questions. Alors, je voudrais aborder deux grandes questions avant d'aborder les thèmes et les domaines dans lesquels on peut éduquer, former et sensibiliser pour agir. Je voudrais d'abord rappeler un certain nombre de choses, ou évoquer un certain nombre de choses sur la situation actuelle sur le marché du travail et ce que j'appelle, ce que je nommerais des progrès et des reculs. Le premier point, c'est l'apparition de nouvelles formes d'inégalité. Je crois qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui sur la question du marché du travail comme on raisonnait il y a 10 ou 15 ans. Nous ne sommes plus confrontés à la même situation. Il y a des choses qui sont identiques, bien sûr, mais il y a également un certain nombre de choses qui sont nouvelles. Les progrès sont évidents, c'est le progrès de l'insertion croissante des femmes sur le marché du travail et en partie la réussite scolaire qui permet à certaines d'entre elles d'accéder aux formations supérieures, même si les résistances sont nombreuses et que les stéréotypes ont la vie dure. Mais le problème est que, la question qu'on doit se poser en tout cas, c'est est-ce que ces progrès ne créent-ils pas eux-mêmes de nouvelles formes d'inégalité? Et j'ai tendance à répondre oui. Pourquoi? Parce que cette insertion croissante dans le marché du travail, dans une situation par ailleurs où ni le partage des tâches dans le cadre de la parentalité n'a fait de progrès sensibles, où ni l'État n'a accru son effort en matière de services publics, et tout particulièrement de services publics d'accueil de la petite enfance, voire même, dans certains cas, a réduit son investissement. Et où les caractéristiques du travail lui-même ont évolué dans le sens de la flexibilité et de l'instabilité, tout ceci crée des inégalités supplémentaires différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Le problème est que le modèle à double apporteur de revenus, sans mise en cause de la division sexuelle traditionnelle telle qu'on la connaissait, et le facteur supplémentaire qui est la multiplication du nombre de femmes seules avec enfants, sont porteurs d'inégalités sociales supplémentaires considérables. Je voudrais aussi souligner que les inégalités entre les femmes et les hommes, on le sait, tiennent à de multiples facteurs qui relèvent de la sphère privée, de la sphère professionnelle, des institutions en vigueur, des systèmes de protection sociale, des stéréotypes et des représentations, et qu'en ce sens-là, les inégalités entre les femmes et les hommes ne sont pas des inégalités comme les autres, et ceci crée bien entendu un certain nombre de questions particulières sur la manière de le résoudre, dans la mesure où en permanence, on est amené à analyser ensemble et à vouloir du coup
résoudre ensemble, à la fois l'insertion sur le marché du travail et la répartition des rôles dans la famille. Donc, ce premier point que j'ai dit très très rapidement sur l'apparition d'inégalités de forme, d'inégalités nouvelles et différentes de ce qu'elles étaient auparavant, doit se doubler, je crois, d'une deuxième grande caractéristique de l'évolution du marché du travail, c'est l'apparition de différenciations parmi les femmes elles-mêmes. Parce qu'on a le développement parallèle de deux tendances qui sont à la fois un développement de la précarité dans l'emploi, lié à l'instabilité et lié au temps partiel contraint. Je ne vais pas faire là une analyse globale du marché du travail, mais je voudrais souligner cet aspect différenciation. Donc, un développement considérable qu'on pouvait décrire, qu'on a décrit, qui est encore porteur de développement important, notamment au travers de ce qui va arriver, on le sait, sur le développement des emplois de services à la personne en particulier, et donc un développement important de la précarité, voire de la pauvreté, en particulier pour les femmes qui ont des charges de famille, avec cette nouveauté qui est qu'aujourd'hui, on peut être pauvre en emploi, ce qui est une donnée qui doit être soulignée parce qu'elle ne faisait pas partie des caractéristiques des décennies antérieures. Et à l'autre extrême, également, le développement de l'accès des femmes à un certain nombre d'emplois de direction, dans lesquels elles sont certes discriminées par le plafond de verre et des parcours professionnels différents de ceux des hommes, mais néanmoins, l'accès croissant d'un certain nombre d'entre elles à l'éducation supérieure leur donne accès à des emplois très qualifiés, donc à des fonctions d'encadrement. Ces deux choses-là ne sont pas contradictoires, c'est-à-dire qu'on a là vraiment une situation sociale où ces deux tendances, c'est pas soit le développement de la précarité, soit le développement de l'accès des femmes aux fonctions d'encadrement supérieur, on a les deux tendances simultanées qui se produisent et auxquelles, évidemment, il faut répondre. Enfin, troisième grande caractéristique que je voudrais rappeler, c'est que, et là aussi, on n'en est qu'au tout début, les effets de la crise financière et économique sont nettement différents pour les femmes et les hommes. C'est-à-dire que si, dans un premier temps, du fait de cette ségrégation professionnelle, tant des métiers que des secteurs d'emploi entre femmes et hommes que l'on connaît, et que je ne vais pas redécrire à nouveau, de ce fait-là, les femmes ont été, dans un premier temps, moins touchées par les licenciements collectifs des secteurs de l'industrie et du bâtiment, donc ont été moins touchées par la forte montée du chômage. Néanmoins, l'ajustement s'est fait par des moyens différents. La crise les concerne également et va continuer à les concerner d'ailleurs probablement plus durablement, à la fois parce que si les secteurs tertiaires ont été davantage protégés des licenciements massifs qui ont eu lieu dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment, la crise s'y traduit par des diminutions d'horaires et donc par un accroissement des temps partiels contraints et de la précarité, et que par ailleurs, les plans de soutien à l'emploi, lorsqu'ils ont eu lieu, ont concerné pour l'essentiel l'industrie et le bâtiment, et moins les secteurs où les femmes ont travaillé. Et enfin, le dernier biais par lequel l'effet se produit, et celui-là est durable, est encore devant nous, la réduction d'un certain nombre de programmes sociaux liés aux politiques de réduction budgétaire va concerner les femmes par deux voies. À la fois parce qu'elles sont utilisatrices de services d'accueil de la petite enfance et à la fois parce qu'elles sont employées de ces secteurs. Et donc, par ces deux biais, elles vont être concernées au moins par ces deux biais, elles vont être concernées par la réduction des budgets sociaux. Donc, je voulais commencer par du moins mentionner, même si je ne suis pas rentré en détail dans ces descriptions, ces quelques grandes données du marché du travail auquel on a à faire face, parce que la question qu'on se pose en termes, et j'en viens donc à mon second point, sur éduquer, former, sensibiliser pour agir, finalement, sur quoi et comment peut-on éduquer, former, sensibiliser pour agir? Et là, je vais mentionner 7 points beaucoup plus rapidement que ceux que j'ai donnés. Je crois que la première chose, le premier objectif, c'est de rendre les femmes visibles, c'est-à-dire de révéler les inégalités au quotidien dans l'entreprise. Et je crois en particulier
à l'importance du rôle des syndicats et des associations, puisque cette révélation des inégalités n'est jamais spontanée. Je crois aussi en la possibilité légale, puisqu'elle existe légalement, d'utiliser, mais il faut l'utiliser, ce n'est pas spontanément que les choses se feront, l'existence du rapport de situation comparée tel qu'il est prévu dans la loi sur l'égalité salariale et qui donne obligation aux entreprises de faire tous les ans un rapport de constat sur les inégalités, de mesures pour rendre compte des mesures qui ont été prises et pour juger de leur efficacité ou de leur inefficacité. Deuxième point sur lequel je crois que l'éducation et la sensibilisation est importante, c'est la question de la reconnaissance des droits, et en particulier des discriminations aussi bien directes qu'indirectes, mais ceci en France dans un contexte actuel institutionnel un peu mouvant sur ce qu'il va advenir ou non de la HALD et de son nouveau statut. Troisième domaine, la question des violences au travail. Et en particulier là, on est confronté à d'assez grandes difficultés de révéler les violences sexistes et sexuelles, tout comme il est également assez difficile de faire révéler, les choses ne sont pas du tout acquises dans ce domaine, les violences qui tiennent aux conditions de travail particulières des emplois des femmes, et notamment sur la question de la santé, des accidents du travail et de leur lien avec les emplois précaires. Quatrième domaine, j'ai parlé tout à l'heure des différenciations parmi les femmes, ça veut dire qu'il faut répondre séparément à la question du développement de la précarité, sur lesquelles on avance très très peu aujourd'hui. Il y a très très peu de mesures, j'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de politique publique. Il y a des déclarations, mais très très peu de choses qui sont faites, alors que à l'autre extrême, on a mis en œuvre en France la loi sur les quotas, mais avec beaucoup d'ambiguïté, non pas dans les termes de la loi, mais dans les termes de sa mise en œuvre. Beaucoup d'ambiguïté, puisque ressurgit le débat sur si on fait ça, c'est parce que les femmes à la direction d'entreprise sont meilleures pour l'entreprise. C'est-à-dire avec tout un contexte qui est parce qu'il faut convaincre et prouver encore et toujours une légitimité qui n'est pas spontanée, eh bien, il est plus facile de fonder cela sur le fait que l'accès au pouvoir doit être dû au fameux talent spécifique des femmes. C'est plus convaincant de le dire comme ça que de dire que c'est une volonté de justice, ce que c'est en réalité, avec du coup une confusion encore grande entre les différences naturelles des rôles et les différences construites des rôles sociaux entre femmes et hommes. Il me semble également qu'il faut souligner, quand on s'intéresse aux questions d'éducation dans l'entreprise, à la question de l'inertie des comportements. L'inertie des comportements, elle vaut à tous les niveaux. Elle vaut au niveau des DRH, des collègues, de l'entourage. Mais je crois qu'on est également souvent confronté au phénomène suivant, qui est que même si il y a une espèce d'engagement à tous les niveaux de mettre en œuvre une politique d'égalité, eh bien, bon nombre de résistances et de stéréotypes s'exercent dans les niveaux intermédiaires. Et du coup, les choses progressent peu par cette espèce d'inertie au niveau intermédiaire. Et puis, comme toujours, c'est une réalité, mais à laquelle j'ai tendance à considérer qu'elle est exagérée, c'est parfois des femmes elles-mêmes qui, dans certains contextes de vie professionnelle, s'autocensurent parce que dans le contexte de l'organisation du travail telle qu'elle est, elles ne souhaitent pas participer à des fonctions de direction. Et évidemment, c'est très facile dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, de faire porter le poids des discriminations sur ceux et celles en particulier qui, en fait, en sont les victimes. Enfin, lorsqu'on se pose la question de faire appliquer les lois, je voudrais là faire un point rapide sur la question des politiques publiques. On est aujourd'hui dans une situation très contradictoire. Depuis le débat sur les retraites, les femmes apparaissent dans le débat de politique publique. Et elles apparaissent d'autant plus que, somme toute, c'est à peu près politiquement correct de dire qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes et il faut les combattre. Et puis, tout ceci est permis et accru par le fait qu'on est en période électorale et qu'on est aussi dans le domaine de la modernité, que ça ne coûte pas cher et que donc les déclarations dans ce domaine peuvent être prises sans que ça engage
à des choses très concrètes. Donc on a une espèce d'effervescence mais. Et quand on regarde le mais, eh ben on se rend compte que là, à l'inverse de ce que j'ai dit sur le marché du travail a évolué, en termes de politique publique, les choses ont pas ou peu évolué, sauf sur la question des quotas dont j'ai parlé tout à l'heure et sur lesquels je ne reviendrai pas. Très rapidement, premièrement, égalité salariale. À quoi doit-on éduquer? À l'esprit de la loi ou à sa mise en œuvre? Entre les débats qui ont eu lieu sur la loi sur l'égalité salariale, son vote en janvier dernier et la parution du décret d'application, il y a un monde. Il y a un monde, c'est-à-dire que ce qui est à l'heure actuelle dans le décret d'application, et on ne sait pas encore ce qui sera dans la circulaire, mais ce qui est dans le décret d'application annule complètement les avancées qui étaient dans le projet de loi. Je dis complètement, j'exagère un peu pour faire vite, mais presque complètement. Je crois qu'on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Deuxième point, la précarité, je l'ai déjà dit, c'est le grand absent. Lorsqu'il s'agit de combattre le temps partiel contraint par des mesures de taxation, là, aujourd'hui, il n'y a rien du début, du commencement de la mise en œuvre de mesures. Troisièmement, la fonction publique. Là aussi, on est encore dans l'incertitude, même s'il y a un projet de loi en préparation. Quatrièmement, la parentalité. Il y a eu des rapports. Il y en a eu un au printemps dernier. Il y en a un autre qui vient d'être commandé. Où sont les mesures, par exemple, sur le congé paternité? Apparemment, aucun projet de loi n'est présenté en ce sens. Et enfin, si on s'interroge sur la nature des emplois exercés par les femmes et le fait d'en modifier le contenu, eh bien là non plus, il n'y a rien. Et au contraire, dans le cadre européen, la stratégie européenne pour l'emploi insiste très lourdement sur la flexibilité et les bienfaits de la flexibilité du marché du travail. Enfin, dernier point, on est dans un flou le plus total, mais je pense sur le fond que ça n'est pas un flou, entre d'un côté des lois, de l'autre côté des labels. Les labels, ce n'est pas contraignant. D'un côté, des négociations ou des accords entre les directions d'entreprise et les syndicats, mais de plus en plus, on s'oriente vers un nouveau type de relations sociales, et on le voit bien dans la loi sur l'égalité salariale, où on met sur le même plan la négociation avec les partenaires sociaux et l'accord, on le met sur le même plan avec des plans d'action unilatéraux, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, et ça a déjà été le cas sur d'autres lois antérieures, on est aujourd'hui dans la mise en œuvre d'un nouveau type de relations sociales qui va poser problème. Et enfin, l'espèce de grande confusion entre égalité et diversité, c'est-à-dire que, au total, on parle beaucoup aujourd'hui de mesures de politique publique concernant l'égalité homme-femme. En pratique, les politiques sont timorées, elles ne sont pas mises en œuvre, et on est surtout dans un cadre contextuel de dilution du domaine même dont il est question. D'où, et ce sera ma conclusion, l'importance de l'information et de la formation des acteurs, c'est-à-dire de la révélation des inégalités et des violences comme outil de sensibilisation pour faire prendre conscience de ces inégalités et essayer de les combattre, c'est-à-dire d'agir et pas simplement de dire, parce que c'est aussi un petit peu ça qui est en train d'émerger au travers un certain nombre de conférences gouvernementales, que finalement les inégalités entre les hommes et les femmes sont le produit essentiellement des stéréotypes. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'évidemment il faudra beaucoup de temps pour les combattre. Alors dire ça en tant que tel, c'est vrai, mais évidemment ça ne suffit pas. Il ne faut pas que dire ça, parce que sinon, s'il faut attendre que le partage des tâches soit devenu égalitaire au sein de la famille pour pouvoir se poser le problème de l'égalité professionnelle en entreprise, eh bien c'est une manière de poser le problème qui est évidemment de le reporter à dans très longtemps. Alors tout le problème, c'est comment donc agir pour surmonter ces inégalités. Donc c'est l'objet des 2 tables rondes qui vont suivre, qui réunissent des chercheurs, des syndicalistes, des juristes, des responsables associatifs, etc., pour faire connaître leurs recherches, les initiatives et les expériences dans cet objectif que l'on a toujours dans les assises de l'IEC, de confronter les recherches et les expériences pratiques et celles qui peuvent être transmises. Ces 2 tables rondes, c'est la première de l'école à l'entreprise, lutter contre le sexisme, et la seconde, ne pas se résigner aux inégalités professionnelles, sensibiliser, former et agir. La première table ronde sera animée par Michel Loup, que je vais présenter rapidement,
Michèle a été militante syndicaliste pendant plus de 30 ans. Elle a exercé diverses responsabilités dans le secteur des transports, où elle a œuvré pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, y compris dans les instances syndicales. De 2004 à 2010, elle était élue au Conseil régional d'Île-de-France, avec une mission sur la mise en œuvre de l'égalité homme-femme, avec plusieurs réalisations concrètes sur l'emploi, sur le droit à l'IVG et sur la création du centre Hubertine-Auclair. Elle a également été présidente de l'ECVF, élue contre les violences faites aux femmes, de 2008 à 2010, et elle en est aujourd'hui la vice-présidente. Elle s'investit dans diverses associations du côté des femmes de Cergy ou la Maison des femmes de Montreuil. Et elle est également membre du conseil d'orientation de l'Institut Émilie du Châtelet. J'appelle donc Michèle et les différents participants et participantes de la première table ronde